Lui, c'est Alexandre Desplat. Il est compositeur de musique de film et lauréat de 2 Oscars. It's beautiful. D'Harry Potter à La Forme de l'eau, en passant par sa collaboration avec Wes Anderson, il nous parle de ses BO les plus cultes. C'est très flippant. On est en panique dès le début. On se demande comment on va pouvoir y arriver, comment on va pouvoir trouver quelque chose qui soit digne et qui soit en même temps pas du John Williams, parce que c'est pas possible. Il n'y a qu'un John Williams, c'est lui le maestro, donc il faut trouver autre chose. La chance a été de ne pas avoir à utiliser son thème quasiment dans l'avant-dernier épisode, parce que nos héros ne sont plus à Poudlard. J'ai pu écrire d'autres mélodies, d'autres motifs. Et puis après, une fois la panique passée, on se jette dans l'aventure, on cherche des idées. Et j'utilise des petites sections de ce thème d'Edwig's Theme, quelques notes par-ci, par-là, pour garder comme un petit fil comme ça en pointillé des épisodes précédents. Mais c'est comme ça que je m'en suis sorti, je crois. Mais d'ailleurs, la toute dernière portion du dernier épisode, les 10 dernières minutes, c'est complètement du John Williams. Je trouvais ça génial qu'on ne dise que du John Williams à ce moment-là, et c'est fantastique. C'est lui qui a inventé la couleur musicale de ce film, il fallait lui rendre hommage. Il y a des chœurs, mais il y a aussi une voix solo qui chante Lily's Theme, la maman d'Harry Potter, qui est un peu un personnage fantomatique, comme ça. Et j'avais entendu le disque de la fille d'un grand compositeur de musique de film japonais, qui s'appelle Joe Hisaishi. Elle avait chanté dans beaucoup des films de Miyazaki, les génériques des films. Et j'avais entendu sa voix aussi en tant qu'artiste, chanteuse. Et elle a une voix très très pure, extrêmement juste, et quasiment sans vibrato. Et je cherchais une voix comme celle-là, et c'est très difficile de chanter comme ça, d'une voix aussi cinglante. Et les producteurs ont accepté qu'on la fasse venir du Japon, et elle a chanté à Abbey Road avec moi, et ça donne une couleur vraiment étrange et très belle. Je savais pas du tout que Mr. Fox allait devenir le début d'une longue collaboration, et maintenant on en est à 6 ou 7 films, on en prépare déjà un autre. L'idée, c'est toujours de trouver un concept qui va colorer le film et qui va donner à cet objet particulier un son, une musique qui lui appartient et qui n'appartiendra pas à un autre film. Et beaucoup de films d'animation américains sont souvent accompagnés d'un orchestre symphonique, ce que j'adore, hein, j'adore ça. Harry Potter, c'était de l'orchestre symphonique avec des chœurs, il y avait 120 musiciens, 80 choristes, c'est un truc absolument colossal. Mais justement, je trouvais que pour Mr. Fox, qui était tellement joli, tellement mignon, avec ses petites poupées, ses petits personnages, qui me paraissaient démesurés et pas justes, alors, on en a parlé avec Wes et j'ai proposé de faire un mini-orchestre, au contraire, tout petit, un musicien de chaque section de l'orchestre symphonique, une flûte, une clarinette, un basson, etc. Et pour tout le reste, que des petits instruments, du glockenspiel, un petit banjo, une mandoline. Et ça crée une simplicité et une dimension qui correspond à celle des petites poupées que l'on voit à l'image, quoi. Et donc ça crée un univers vraiment joli, délicat et super mignon. J'aime à dire qu'il y a toujours ce que j'ai hérité d'un architecte japonais que j'adore, Tadao Ando, qui dit que en architecture, pour lui, il faut qu'il y ait 50% de fiction et 50% de fonction. Donc 50% de fiction, c'est-à-dire qu'il faut quand même qu'il y ait un monde imaginaire que l'on crée, que l'on fabrique. Et puis il y a quand même cet aspect technique où la musique doit être enregistrée, qu'elle doit coller à l'image, etc. Et pour la musique de film, je pense qu'il y a vraiment cette chose-là, que j'essaie toujours de trouver, de pas être dans une espèce de musique qui me plaît à moi mais qui ne fonctionne pas avec le film, ou dans une musique uniquement technique qui accompagne le personnage qui court ou qui va se brosser les dents ou qui est très malheureux, mais essayer de trouver justement un équilibre toujours où l'imaginaire est présent. Les films de Wes Anderson se passent toujours dans des univers différents. La campagne anglaise pour Mr. Fox, Little Europa pour Grand Budapest, Eyes of Dogs au Japon. Donc à chaque fois, on a quand même des univers différents. Le prochain, c'est dans le désert américain. Et donc ça nous ouvre toujours une grande possibilité d'instrumentation. Et c'est peut-être la première chose à laquelle on partage nos conversations avec Wes au début. C'est ce jeu aussi, on aime bien s'amuser quand même avec Wes Anderson. Voilà. Avant d'avoir eu vent de vous,
Quand j'ai vu le film la première fois, j'étais subjugué. Et Guillermo m'a montré son film. C'était une comédie musicale. C'est vraiment un film musical, très émouvant. Les acteurs étaient géniaux. La mise en scène, toujours en mouvement. Et je pense que c'est dès le début que j'ai pensé à utiliser un groupe d'instruments, en l'occurrence des flûtes. J'ai dû dire au début, on utilise 40 flûtes, finalement on n'en a utilisé que 12. Et puis peu à peu, on a construit autour de ça. Il y a un moment dans le film où le personnage de Sally Hawkins, Elisa, siffle dans la rue, elle sifflote. Je dis mais on pourrait utiliser ça aussi. Et puis Guillermo aime beaucoup la musique de films, les films de Delerue, de Nino Rota. On se dit ah pourquoi pas un accordéon. Pourtant, on n'est pas du tout en France. C'est toujours l'accordéon dans le film américain, c'est parce qu'on est en France. D'abord, je dis l'accordéon, mais avec un son de bandoneon, avec un son très pur, pas un son d'accordéon musette. Donc l'association, encore une fois, vous voyez, je parle d'instrumentation, mais c'est vachement important. Comment j'essaie de trouver une sonorité qui va appartenir à un film. Et ce film, on s'en souviendra parce que qu'est-ce qu'on entend quand on est dans une salle? On entend une sonorité, on entend un instrument qui joue une mélodie ou qui joue un accord. Et si c'était un autre instrument, si j'avais pris, je sais pas moi, un piano par exemple, au lieu d'un accordéon, c'était plus le même film. C'est plus la même chose. Et puis, je me suis rendu compte que je m'étais pas rendu compte tout de suite que j'avais écrit une mélodie qui est comme une vague. La forme de l'eau. Coppers, boiler, sand and soap. Dans La jeune fille à la perle, c'est évident que la musique que j'écris, elle est lyrique, mais elle est retenue, elle n'est pas over romantique, elle est pas démonstrative, elle reste à hauteur de ce que le film propose. J'écris en général seulement quand pas seulement, mais essentiellement quand le film est monté pour avoir un sens du rythme. Parce que le script reste une chose abstraite. Je préfère quand même voir les images. La musique, c'est quelque chose d'horizontal, pas quelque chose de vertical. C'est quelque chose qui part d'un point A qui va comme ça descendre jusqu'à la fin du film. Et bien sûr, les voix des acteurs, évidemment. Je n'utiliserai pas la même instrumentation pour Scarlett Johansson, pour Nicole Kidman ou pour Helen Mirren, parce qu'elles ont des voix différentes, une diction différente dans les films sur lesquels je travaille, et j'essaie de faire en sorte que la sonorité que je vais créer va se confronter à leur voix, qu'il y ait une harmonie quelconque. Même si j'ai été beaucoup influencé par la musique américaine pour le cinéma, j'ai une sensibilité différente, j'orchestre de manière différente. Je pense que j'ai quand même été beaucoup plus influencé par Ravel, Debussy, et puis les Français, Delerue, Maurice Jarre, que par la manière d'écrire hollywoodienne. Même si le goût pour la mélodie, pour les grands orchestres, c'est plutôt dans le style du cinéma américain. Mais c'est aussi le fait que quand j'écris de la musique de film, je n'essaye pas de raconter ce que l'histoire raconte déjà, ce que le film raconte déjà. Et ça vient certainement de la nouvelle vague. Et ça qui m'a aussi beaucoup influencé, où la musique de ces films était vraiment un parallèle décalé de la narration. Elle n'essayait pas d'accompagner chaque mouvement de personnage. Elle racontait le passé du personnage, son futur. Elle se décalait, elle créait une vibration. Et je pense que c'est surtout ça, je pense dont j'ai hérité, ou en tout cas que j'ai cherché à retrouver et qui doit séduire. Je me souviens qu'il y a une scène dans le film où Jean-Yann joue sur un petit synthétiseur, un petit piano électrique, un petit Casio. Et c'était un peu un point de départ d'une musique dérisoire qui accompagne ces personnages minables à travers leur parcours aussi minable qu'eux, assez sombre. Et la musique devait justement nous détendre par rapport à cette noirceur. Et donc j'ai écrit cette petite mélodie, petit truc qui tourne comme ça. C'était son premier film, et voilà. Et donc c'était le début d'une grande collaboration avec Jacques. Je sais quand une scène va être dédiée à la musique, comme dans Sur mes lèvres ou dans Un prophète ou dans d'autres films dont j'ai pu écrire la musique, où la musique prend le dessus du son et nous fait oublier le réel. Pourquoi faire une audition? Voilà, le réel disparaît et la musique vous entraîne vraiment dans un monde puissant et imaginaire. Et c'est ce qu'aime Jacques aussi dans cette
manière d'utiliser la musique. Quand le film est autour de la musique, c'est encore un autre questionnement. Est-ce qu'on utilise par exemple le piano ou pas? Puisque là, dans De battre mon cœur s'est arrêté, c'était l'histoire d'un pianiste avec sa professeure. Ma technique, c'est plutôt d'essayer, de voir à l'image si le piano tient le choc ou pas. Et il y a du piano finalement dans la partition de battre mon cœur s'est arrêté, mais c'est surtout les cordes qui donnent la matière. Ça aurait été peut-être trop redondant d'avoir du piano vraiment en avant. Colmini!